Allez, donc, dernier projet ciblé, PC5, partage, accessibilité et services d'exploitation des données. Ça y est, on a la bonne diapositive. Donc, pour vous présenter ce projet, on a ici réuni donc, les porteurs de projet, Sophie Fortuneau. Vous êtes ingénieur de recherche au CIRAD, dans l'unité mixte de recherche territoire, environnement, télédétection et information spatiale de Montpellier. Vous menez des travaux sur la gouvernance des données et de l'information, avec une portée internationale, dans des dispositifs socio-numériques tels que les observatoires scientifiques. Fabrice Bénédé, vous êtes ingénieur en informatique scientifique dans l'unité des forêts et sociétés du CIRAD à Montpellier, spécialisé dans les systèmes d'information sur l'écologie et les dynamiques forestières tropicales. Et depuis plusieurs années, vous gérez les données, notamment de dispositifs expérimentaux de suivi sur le long terme en Afrique centrale. Christian Pichot, vous êtes chercheur à l'INRAE dans l'unité écologie des forêts méditerranéennes d'Avignon. Vos travaux ont d'abord porté sur la diversité génétique, la reproduction et l'adaptation des espèces forestières méditerranéennes. Et aujourd'hui, vous consacrez majoritairement vos travaux de recherche à l'organisation et la valorisation du numérique scientifique, en particulier pour les infrastructures de recherche. Et Paul Tresson, donc vous êtes chargé de recherche à l'IRD, à l'UMR AMAP, donc botanique et modélisation de l'architecture des plantes, et ça fait 6 ans que vous travaillez entre agronomie, écologie et analyse d'images, aussi bien sur des fourmis que des plantes, et maintenant sur des problématiques de télédétection des forêts. Et en ligne, en visio, on ne vous voit pas, mais Richard, on vous verra peut-être tout à l'heure. Richard Moreno, donc vous êtes depuis peu INRAE, vous êtes, bonjour, vous êtes responsable de la plateforme des données de la recherche intégrée dans Recherche Data Gouv, et auparavant, jusqu'en août 2024, donc c'était récent, vous étiez au CNES et directeur technique de l'IR Dataterra. Et vous êtes un expert pour la Commission européenne aussi, pour les projets Horizon. Voilà, merci à vous. Donc je vais tout de suite passer la parole à Sophie pour nous présenter les grands axes de ce projet ciblé transversal. Alors donc, bonjour à tous. Nous allons vous présenter donc le dernier projet ciblé NumData pour numérique et données. Donc c'est très large en fait quand on parle de numérique et données. En fait, ce projet est d'une part piloté donc par Christian, Fabrice et moi-même, et nous intéressons en fait à la question des besoins transverses dans le domaine du numérique et des données pour le PEPR. Et donc, nous sommes en soutien, puisque nous sommes en interaction avec les projets ciblés que vous avez vu dérouler là tout aujourd'hui, et en interaction avec les futurs projets lauréats de l'appel à projets, de façon à travailler un meilleur partage, ou en tout cas développer cette question du partage des données, des modèles, du numérique, de l'accessibilité, des services au sens large. Et quand on parle de services, c'est très très large, et on aura l'occasion de voir un peu ce que cela revêt. Tout cela autour des données des socio-écosystèmes forestiers, tempérés et tropicaux. Donc, l'équipe qui est membre de ce projet ciblé, je ne vais pas lister tout le monde, donc ce sont des membres d'unités de recherche qui ont déjà affaire à ces questions-là au niveau de leur domaine, de leur entité, de leur unité, avec des spécificités notamment donc guyanaises, puisqu'on a une collègue de Guyane, de l'UMR EcoFog, et aussi une particularité dans le sens où, comme il y a l'IRD et le CIRAD, nous avons aussi une expertise sur les domaines internationaux, ce qui nous permet de créer une équipe qui a une vue assez large sur cette problématique de partage au sens large du numérique, et notamment dans le cadre de Forest. Donc le contexte qui d'abord est prégnant et qui pèse quelque part sur le PEPR, c'est la question donc, de la place grandissante et centrale du numérique. Nous en avons entendu parler tout aujourd'hui, puisqu'à des moments donnés, on a besoin du numérique pour pouvoir s'appuyer, pour pouvoir progresser en recherche. Il y a également une question de politique de sciences ouvertes que nous avons, nous, au niveau national, mais qui est aussi
présente au niveau européen, voire international. Et donc, il y a certaines règles du jeu qui arrivent dans la corbeille du PEPR et qu'il faut arriver à, je dirais, décrypter en collectif. Il y a des aspects juridiques, il y a des aspects de RGPD, de règlement de la protection des données. Il y a des questions aussi peut-être de floutage sur des données, par exemple, géographiques. On a parlé de cartes qui seraient très fines, mais il y a quand même des questions derrière qui peuvent arriver sur flouter, par exemple, des zones avec des orchidées, des espèces protégées. Donc, finalement, on va adresser cette question de gestion-partage des données dites FAIR. Donc, pour les collègues qui sont dans le domaine de la recherche, c'est avoir des données qui soient faciles à trouver, qu'on sache où elles soient, accessibles, qu'on puisse arriver à les obtenir, interopérables, bon, mais ça serait le Graal, parce que je sais que ça, c'est un petit peu plus compliqué, et réutilisables, parce qu'effectivement, elles sont bien structurées de façon à pouvoir les remobiliser. On a un écosystème numérique national et international qui est dans notre panorama, puisque nous avons des infrastructures de recherche numérique et thématiques au niveau national. Et je pense notamment donc à des discussions que nous avons avancées avec le pôle de données TEIA de l'infrastructure de données Dataterra. Donc d'ailleurs, je crois qu'il y a la représentante. Et donc, il y a également des projections avec le cloud européen, c'est-à-dire comment on se positionne, nous, PEPR, par rapport à cette question de l'Europe et d'infrastructures miroirs au niveau européen. Mais ça, c'est des questions qui doivent se décider ou discuter, en tout cas, au niveau du PEPR et peut-être au-delà. Donc, en fait, c'est tout cet écosystème que nous avons dans notre paysage. Et donc, l'idée de ce NumData, il est bien dédié à ces transversalités numériques de tous les projets ciblés que nous avons vus là aujourd'hui. Et nous apportons une expertise numérique, en fait, sur les questions qui vont se poser. Notamment, un exemple, le passage à l'échelle d'un modèle sur l'espace national. Et nous avons des discussions actuellement avec Dataterra pour aider à passer à l'échelle la question d'un modèle sur, je vois mon collègue Tétis, sur la détection d'espèces qui seraient ravagées par la scolite du bois. Donc il y a ces questions-là. On n'est plus en mode laboratoire, c'est comment on peut déplacer le curseur pour aller sur des espaces qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin et d'apporter vraiment un service beaucoup plus large sur cette question de détection, par exemple, de maladies sur les arbres. Et donc nous avons travaillé en interaction avec les projets ciblés, et nous travaillerons avec les projets lauréats de l'APP quand ils arriveront. Et nous sommes également en interaction avec des acteurs d'amont et d'aval du numérique scientifique. Donc, en l'occurrence, on parle des infrastructures de recherche. Il n'y a pas que Dataterra. On aura InSilva France, ANAE, Humanum, qui est une infrastructure de recherche autour des SHS, qui s'est bien développée et qui peut permettre d'avoir un appui pour appuyer finalement tous les collectifs, parce que la question qui se pose maintenant, est-ce que les travaux vont s'appuyer sur les moyens des institutions? Là, on est sur un programme national, et l'idée, c'est d'arriver à translater vers des espaces nationaux, avec des moyens beaucoup plus performants, et qui vont nous permettre aussi dans la durée de pouvoir capitaliser ce qu'aura produit le PEPR pendant 6-7 ans, parce que c'est cette question aussi derrière qui sera prégnante et qui sera la durabilité, la pérennité de ce qu'on aura produit. Donc, les enjeux sont sur ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire traduire l'écosystème numérique que nous avons aujourd'hui en face, comment on peut le travailler, comment se l'approprier. Nous avons relevé un certain nombre de défis avec les projets ciblés, et nous avons des opérations, des collaborations entre le projet ciblé NumData et les collègues des autres projets. Je prends un exemple sur le vocabulaire. Avec XRIX, par exemple, on va travailler sur la question des ontologies. Et les ontologies, bien sûr, versées numériques avec les questions de vocabulaire que la communauté pourrait bénéficier, s'appuyer dessus avec des moyens numériques. On a également l'IA, et là je laisse les collègues après en parler, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait adresser demain dans nos projets collectifs, au-delà de ce qu'on a déjà vu
aller plus loin. Je pense au text et data mining, par exemple, sur des corpus textuels. C'est une possibilité. C'est également porter à connaissance, fédérer, renforcer les capacités sur ces aspects numériques. Donc on peut aussi bien travailler sur des use cases que sur peut-être des webinaires un peu plus qui vont socialiser de nouvelles approches de façon à découvrir un petit peu d'autres façons de travailler, de procéder. Et enfin, donc, discuter, dialoguer avec ces infrastructures de données et services et rapprocher finalement les besoins des communautés, ce qu'on a commencé à faire avec les services que peuvent proposer ces infrastructures. Et donc, nous essayons de rapprocher les communautés avec cet écosystème. Et l'idée, c'est bien sûr de fournir des recommandations, des services caractérisés avec la communauté, ce qu'on fait, et pour la communauté. On ne va pas être complètement comment dire, décloisonné. Il faut travailler ensemble, et c'est ce que l'on fait depuis donc, 1 an et demi. Voilà. Et donc, pour adresser ceci, on a 5 work packages. Donc, un work package gouvernance qui est tourné aussi bien vers l'externe, ces infrastructures de recherche, par exemple, que l'interne, avec le PEPR en centrale, avec nos collègues des PC. Nous avons un premier work package qui va travailler plutôt sur les pratiques et les ressources numériques dites faire, où on en est, comment on peut faire, quels sont les trous dans la raquette, comment on pourrait avancer pour être beaucoup plus, pour pouvoir s'améliorer là-dessus. Un deuxième work package concerne alors tout ce qui est interopérabilité, partage des ressources numériques, des outils pour de la mise en sémantique dans des bases de données, etc. Donc ça, c'est également un work package qui est assez numérique, même bien numérique. Un quatrième qui va être orienté sur tout ce qui est alors, data science, donc on parle de l'intelligence artificielle, et là, nos collègues vont vous présenter un peu différentes facettes de cette IA, mais c'est une façon aussi un peu de démarrer cette ouverture sur le WP4. Et le WP5 va se consacrer à la question des communs numériques. Donc les communs numériques, ce sont les communs que nous aurons produits collectivement, que l'on veut partager selon certaines conditions, de façon ouverte ou selon certaines exigences ou contraintes. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir un espace commun pour pouvoir retrouver et continuer à travailler et à alimenter nos recherches. Une des premières actions, par exemple, de soutien, c'est un atelier sur les plans de gestion de données que nous devons fournir à l'ANR à 6 mois du démarrage de chaque projet. Et donc, nous avons organisé collectivement un atelier PGD pour essayer de mettre le pied à l'étrier. Enfin, pour terminer, donc, résultats et services attendus. Donc, ce sont à la fois des questions de recommandations, de travaux. J'ai entendu la question de la normalisation côté écoacoustique, par exemple. C'est des travaux, effectivement, qui rentrent là-dedans, c'est-à-dire d'essayer de consigner, d'avoir un endroit où qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ces communautés recommandent en termes de meilleures pratiques autour des données, renforcer les capacités de recherche. Donc là, on est plutôt sur des aspects de service, avec les infrastructures qui vont bien nous appuyer. Là, on commence à discuter avec l'IR Humanum pour les SHS, de façon également à voir comment cette infrastructure peut nous aider dans tous nos questionnements en termes de données, mais pas que, et d'information aussi. Bon, après, donc, tout ce que j'ai un peu pu dire en termes de vocabulaire, de sciences des données. On aura aussi une approche autour des VRE, donc des laboratoires virtuels de recherche, donc des environnements de laboratoires virtuels qui vous permettent, sur vos ordinateurs, d'accéder à un certain nombre de services et avoir de la puissance, on va dire, décuplée sur des traitements, sur des logiciels qui pourraient être disponibles en fonction des besoins de ces communautés-là. Enfin, dernier résultat, c'est le côté socialisation, c'est-à-dire revenir vers vous, porter à connaissance un peu tout ce qui a été fait. Alors, ça peut être aussi bien à travers des cadres qui auront été bien définis avec les infrastructures, par exemple, mais ça va être aussi certainement des cas d'usage à travers un certain nombre de projets avec lesquels on peut discuter. Et donc, l'idée, c'est de faire des webinaires, de proposer un certain nombre d'axes, travailler à des micro-modules de formation, donc ça on en a discuté avec le PC4 notamment, sur ces aspects numériques, contribuer au commun, et donc il y a bien une question au niveau du national et international, donc c'est l'international, c'est la sphère européenne, voire au-delà, ce sont des questions qu'on aura à se poser de toute façon,
et contribuer bien sûr à des événements qui sont notamment dans notre périmètre, tels que la Research Data Alliance, Codata, qui sont vraiment des endroits où on parle du numérique, des données et de ces questions que je viens de vous présenter. Je m'arrêterai là. Merci Sophie, merci. Donc effectivement, on vous propose de faire un petit focus sur l'intelligence artificielle dans le cadre de ce projet ciblé, avec pour débuter l'intervention de Richard. Richard, vous êtes toujours là? Oui, oui. Oui. Je partage mon écran. Ah, oui. Allez, go, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous le voyez? Pas encore, mais on y travaille. Ça mouline. Ah, oui. Alors on se voit. On voit des diapos en tout cas. Vous voyez ma diapo? Oui. Bon, je vais pouvoir démarrer alors. Donc, je peux démarrer, c'est bon? Oui, oui, allez-y, je vous en prie. Donc, bonjour. Donc, je vais vous faire un peu une sorte d'état de l'art, hein, qui a une vision assez personnelle, hein, liée à mon expérience du domaine. Et puis, sachant que ce que j'ai marqué à la fin de cette planche, c'est un domaine très dynamique et la vérité d'aujourd'hui peut évoluer très vite et des choses qui semblent difficiles ou faciles peuvent changer de façon assez radicale. En termes de contexte, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que l'IA a révolutionné l'analyse de données du système Terre et de l'environnement, notamment avec des méthodes de type deep learning, avec principalement des architectures comme les réseaux de neurones convolutifs, et puis surtout grâce à la disponibilité de grandes quantités de données, alors satellitaires à haute résolution, couplées à l'augmentation de puissance de calcul. Là, c'est un biais que j'ai peut-être de mon passé CNES, également aussi grâce à beaucoup de données in situ également. Et puis j'en ferai peut-être un petit focus là-dessus vers la fin de la présentation. Plus récemment, tout ce qui est modèle de fondation, dont une petite partie et tout ce qui est les grands modèles de langage, apporte quelque chose de plus par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec ces réseaux de neurones. Tout ça nous donne un très grand nombre d'applications de l'intelligence artificielle dans le domaine système Terre. Donc, je vais vous faire une présentation très rapide de quelques exemples que je connais bien. Voilà. Et tout ça fait que tout ce qui est deep learning, c'est devenu un outil incontournable pour l'analyse des données d'observation de la Terre en général, satellitaire en particulier, avec des applications dans des très nombreux domaines, les plus connus étant tout ce qui est surveillance de l'environnement, l'agriculture de précision, l'urbanisme, la gestion des catastrophes naturelles, et ainsi de suite. Est-ce que tu peux réussir? Voilà. Par contre, la vision que j'ai aujourd'hui, et qui est quelque chose qui peut évoluer, hein, qui va évoluer, c'est qu'il y a des limitations pour l'instant avant d'arriver à ce qu'on appelle une IA de confiance. Au moins pour deux raisons. Il y a l'effet boîte noire, c'est-à-dire que tout ce qui est des modèles de type réseau de neurones, c'est difficile de savoir à quoi correspondent les paramètres et les petits paramètres qu'on calcule entre les différents neurones. Et donc, c'est difficile de savoir ce qui est réellement calculé, l'influence des données en entrée. Il y a des travaux en cours, hein, le projet européen que j'ai suivi travaille là-dessus, mais pour l'instant, je vais être franc, j'ai rien vu de très, très convaincant. Beaucoup de travaux sur ce qu'on appelle Explainable AI, XAI. Ça progresse, mais c'est pas complètement mûr. Ça permet parfois d'avoir un peu de l'information sur quels paramètres influent et ainsi de suite. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même un effet boîte noire. Et puis, il y a aussi le sujet des données d'entraînement. En fait, pour avoir ces données d'entraînement, c'est des données qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des vérités terrain. C'est très souvent, ça a un coût important. Et puis, souvent, c'est pas facile d'estimer la qualité de ces données, la représentativité de ces données. Et puis également, ces données qui ont un coût, et bien, en fait, une fois qu'on a entraîné le modèle, il y a souvent besoin de réentraîner le modèle un peu plus tard parce que les conditions évoluent, ainsi de suite. Donc, il faut être capable de mesurer
régulièrement la représentativité du modèle. Et tout ça, cet effet boîte noire, c'est cette difficulté d'avoir des données d'entraînement bien qualifiées, c'est des limitations. Une autre limitation que je vois, et CNES en a démarré, même quasiment finalisé, le travail autour de l'éthique, ça pose des questions d'éthique également, ces histoires d'IA, de confiance, enfin, ces histoires d'IA en fait. Ça peut amener parfois à trouver des choses qu'on n'imagine pas trouver, et puis le fait que cet effet boîte noire peut poser des questions. Et puis, si je rajoute le contexte, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la planche, hein, de nouvelles méthodes comme les modèles fondation apportent de nouvelles possibilités, possibilités qui visiblement, de ce que je vois, pourraient être aussi couplées à des méthodes classiques de deep learning pour justement aider à valider les modèles. Et cette arrivée de nouvelles méthodes fondation, qui sont des méthodes assez brutes hein, sur les données, hein, qui permettent de traiter de façon assez brute tout type de données, ce qu'on appelle les méthodes multimodales, fait que des acteurs, je ne vais pas marquer leur nom, je n'ai pas envie des acteurs tels que les GAFA américains ou des acteurs chinois, pourraient utiliser de façon assez abusive nos données et capter toute la valeur sans retour, parce que c'est des acteurs qui finalement ne s'intéressent pas à tout ce qui est sens ouvert. Donc en fait, eux, tout ce qu'ils font, c'est pour les GAFA des profits, on va dire peut-être pour la population, pour la partie chinoise, une recherche pas très ouverte en fait, on va dire. En tout cas, dans le domaine du spatial, c'est clair. Si je prends quelques exemples d'applications, donc sur des projets que j'ai suivis, là, qui est un projet qui s'est terminé en début d'année cette année, qui était encore un jeu à 20 d'ailleurs, ça faisait partie des derniers. Là, c'est un service d'alerte de déformation volcanique et ça surveille en permanence une liste croissante de volcans. Et donc, c'est des méthodes là principalement d'analyse de changement et qui permettent de voir s'il y a quelque chose qui se passe autour de certains volcans et qui permet de faire des alertes suffisamment tôt si on voit des déformations, des choses sur les quelques volcans en activité qui sont recensés. Un peu dans le même style, alors là c'était plutôt l'Observatoire national d'Athènes, et une entreprise privée qui s'appelle Altamira utilise à peu près les mêmes méthodes, mais elle, c'est pour tout ce qui est analyse de déformation des sols. Et typiquement, ils ont développé des modèles qui vendent hein, pour tout ce qui est surveillance d'infrastructures critiques, surveillance d'autoroutes, de tunnels, de ponts, d'aéroports. Je n'ai pas marqué l'exemple, mais en Norvège aussi, ils ont la même chose. Pour tout ce qui est surveillance, ils ont des zones où ça s'effondre, notamment dans les villes, et donc ils surveillent aussi tout ce qui est effondrement. Plus proche du projet, du PEPR Forest, tout ce qui est agriculture, notamment les rizières. Il y a beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle, deep learning, sur l'agriculture en général. Et là, j'ai pris un exemple sur tout ce qui est cartographie du riz. Donc là, c'est quelque chose dans le projet que je suivais, qui se faisait avec la Corée du Sud. Et donc là, pour illustrer, en bas à gauche, vous avez le fait que pour qualifier toutes les données vérité terrain, donc, qui permettent d'entraîner le modèle, sont faites avec des opérateurs, donc, pour illustrer le fait que c'est un coût. Et après, le reste, c'est pour montrer un peu comment ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire qu'on prend des images satellitaires, c'est Sentinel-1, je peux préciser. Sentinel-1, c'est un satellite Copernicus, un radar, SAR. Et donc, voilà, là, en fait, on prend des séries d'images avec les différentes périodes de croissance de la plante. Et ensuite, on entraîne le modèle pour justement ensuite faire un travail de cartographie, analyse des rendements, et ainsi de suite. Ensuite, Sentinel-2, qui lui est plutôt un satellite d'optique, donc à 10 mètres de résolution. Et là, c'est une illustration, Synergize, c'est une entreprise privée, donc, qui a été rachetée d'ailleurs par des Américains. Et ils ont une méthode qui s'appelle EOLearn, qui notamment sert à faire de l'occupation des sols, un peu comme fait autour de nous par le CESBio, le produit OZO. Et à ma connaissance, le produit OZO n'est pas fait avec des méthodes de type deep learning.
Un autre exemple d'un projet européen qui s'est terminé pareil en début d'année, c'est tout ce qui est analyse de la qualité de l'eau. Là, c'était deux villes, deux villes qui s'occupaient de deux réservoirs importants. Alors, il y en a un, c'était le réservoir Blancart, qui était en Hollande, qui avait une forme assez particulière et qui avait surtout un capteur hyper spectral au milieu. Et donc la forme particulière du réservoir et le capteur au milieu permettaient de développer des modèles classiques, on va dire, d'analyse de la qualité de l'eau. Et en fait, les résultats de ces modèles ont été utilisés comme des vérités de terrain et on a couplé ça avec des mesures de données Sentinel-2. Donc là, ils ont développé un modèle. Et ensuite, ce modèle a été validé sur une autre ville qui est à Turin et une société qui s'appelle la SMAT qui s'occupe d'une partie de l'alimentation en eau de Turin. Et voilà, avec le réservoir que vous voyez ici au milieu. Et après, vous avez développé d'autres applications. Et en fait, ils utilisaient aussi un couplage avec des analyses de réseaux sociaux pour être capable de voir si quelque part il n'y avait pas des informations comme des tweets, euh, sinon des défauts ou des faillances dans la qualité de l'eau, et qui permettait de lancer tout de suite une mesure avec une donnée Sentinel-2 pour vérifier s'il n'y avait pas des problèmes. Merci. SATSEN, Richard, il vous reste moins d'une minute. Je vais peut-être vous inviter à conclure. j'espère. Donc on a SATSEN qui permet aussi de faire la surveillance des frontières, Sentinel-2 pour la phénologie, l'identification des cultures, également de la super résolution. Oui, j'avais. Et puis, ce deep learning, en fait, il y a maintenant des applications assez avancées sur l'application au modèle climatique. Donc, en mars 2023, le CNWF a été sollicité par Google pour tester leur modèle. Et Google a utilisé comme vérité terrain les sorties des modèles climatiques. Et le résultat a été bluffant. Donc, ça a surpassé quasiment tous les outils de prévision à 10 jours et surtout, ça a utilisé qu'une fraction de la puissance. Alors là, quelque part, ça ne remplace pas le modèle puisqu'on utilise le modèle, mais ça permet en parallèle de lancer des simulations complémentaires. Sur les modèles fondation, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais les modèles fondation, ils ont comme caractéristique d'être de très grande taille, de traiter de façon non supervisée des données, entraînées sur des grandes quantités non étiquetées, et ils peuvent être adaptés à une très grande gamme de tâches. Donc là, typiquement, c'est les modèles de type grand modèle de langage. Voilà, vous les connaissez, hein, c'est des modèles comme ce qui est sorti par OpenAI ou Google également en a un. Donc ça commence à être bien connu. Richard, On permet aussi de faire de l'image. J'en ai pour une minute. Je m'en excuse, oui, oui, s'il vous plaît. Et grosso modo, côté Dataterra, on a développé un assistant qui permet de découvrir des jeux de données en utilisant un grand modèle de langage étendu et qui permet à un chercheur d'expliquer son projet et de façon un peu itérative. Et ensuite, le grand modèle de langage qu'on a tuné donne les projets, les données, les jeux de données et les documents qui permettent a priori d'aider à remplir le projet. Et pour terminer, la NASA et maintenant l'ESA ont développé des grands modèles fondation d'IA qui ne traitent pas de texte, là, cette fois-ci, qui traitent des données d'imagerie, en l'occurrence des données Sentinel-2 et des données Landsat, et qui, du coup, font des modèles qu'on peut ensuite décliner de façon assez facile pour faire du zero shot ou du one shot. Voilà. Ça termine ma... Merci, merci à vous, Richard. Merci. On va passer du coup à la parole à Paul Tresson pour compléter ce panorama sur l'utilisation des IA, plus spécifiquement en écologie et aussi ses limites, ses contraintes. Donc, oui, on a déjà eu cet après-midi et là maintenant avec Richard des présentations sur des utilisations potentielles de l'IA donc pour l'étude de la forêt, donc avec beaucoup de choses qui sont possibles. Et je voulais remettre un peu un focus sur des contraintes de ces modèles qu'il ne faut pas perdre de vue quand on veut se lancer dans un projet de recherche. Donc, voilà, pourquoi est-ce qu'on utilise le deep learning? Donc, comme ça a
comme ça a été dit précédemment, donc on a de plus en plus de données qui arrivent. Donc, par exemple, via drone, satellite en télédétection. On a également, comme on a eu en exemple, des suivis acoustiques, également des pièges photos avec donc, de plus en plus de données brutes, également avec de la science participative. Donc là, par exemple, je donne l'exemple de PlanteNet, qui est hébergé à l'UMR AMAP, que je connais bien, donc, qui a reçu, il me semble, l'année dernière, sa milliardième photo de plante. Donc voilà, ça fait, on a beaucoup de données à traiter. Et donc c'est bien, toutes ces données, ça permet donc un meilleur suivi, une meilleure couverture. On passe à des échelles qu'on ne pouvait pas avant. Néanmoins, voilà, il faut pouvoir les analyser. Et c'est là qu'un ordinateur est assez pratique parce qu'il il peut travailler en permanence et est moins sujet à des erreurs de fatigue. Voilà, quand ça fait. Donc là, par exemple, dans cet article ici, c'est pendant des dizaines et des dizaines d'heures, ils avaient en parallèle quatre suivis pour aller compter les insectes qui passaient en dessous des caméras. Ils étaient obligés de passer en accéléré. Donc bon, on augmente le potentiel de la faute utilisateur également. Et donc en fait, depuis peu, on a enfin l'automatisation de certaines tâches qui devient possible et qui était en fait impossible jusqu'à il y a quelques années. Donc là, je ne sais pas si on a certains d'entre vous qui connaissent le comic XKCD, mais donc l'exemple qu'il donne, c'est voilà, en 2014, s'il y a quelqu'un qui venait et qui demandait est-ce que un utilisateur a pris une photo dans l'enceinte d'un parc national, bon bah facile, il suffit de recouper les positions géographiques et on sait où c'est. Et est-ce que c'est une photo d'oiseau? Bon bah donnez-moi 5 ans, une équipe de recherche. C'était une assez bonne estimation, parce qu'en effet, l'IA en écologie, c'est arrivé à peu près. Voilà, on a commencé à avoir les premiers programmes un peu pertinents voilà, autour de 2019-2018. Donc voilà. Donc c'était quelque chose qui était impossible avant et qui maintenant devient tout à fait appréhendable. Néanmoins, il faut garder en tête que voilà, le deep learning, c'est un outil qui est pertinent dans certains cas, beaucoup moins dans d'autres. Donc, où est-ce que ça marche bien? Donc, ça marche bien quand on veut modéliser des relations complexes, abstraites et non linéaires. Donc, par exemple, entre des échanges de texte, entre une description et les pixels de l'image à laquelle ça va correspondre, ou encore, par exemple, aux positions d'un damier de Go et le meilleur coup. Mais voilà, donc avec tous les exemples qu'a donné Richard avant, par exemple, on peut aussi aller voir également la qualité de l'eau, etc. Donc en fait, on peut faire correspondre à peu près n'importe quelle donnée avec une autre donnée, et il y a de grandes choses que ça marche. Là où c'est plus fort que d'autres modèles, par exemple, c'est que on a une très forte capacité d'interpolation et de généralisation. Donc par exemple, c'est possible d'apprendre un modèle qui soit capable de reconnaître qu'ici, il s'agit bien de la même espèce de plante, alors que voilà, sur les deux images, on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, on n'a pas les mêmes gammes de couleurs, on a la même orientation, etc. Et donc, avant ça, avec des analyses de texture ou de spectre, c'était impossible d'avoir une bonne idée. Et un modèle de réseau de neurones peut tout à fait s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi des cas où le deep learning ne fonctionne pas très bien. Et donc, ici, avec quelques exemples qui peuvent parler en écologie et en forêt. Donc, ça ne fonctionne pas assez bien quand on n'a pas assez de données. Donc, puisque c'est des modèles où on peut mettre à peu près n'importe quelle donnée en entrée, n'importe quelle donnée en sortie. Il est capable d'apprendre à relier les deux. Néanmoins, vu qu'il y a un grand nombre de paramètres, on peut rapidement aller dans du surapprentissage et avoir du coup un modèle qui va apprendre par cœur son jeu d'entraînement et être inutile ensuite sur une base de test. Et donc il faut qu'on arrive à arrêter le modèle avant qu'il perde en capacité de généralisation. Donc d'accord, je dis il faut beaucoup de données, mais qu'est-ce que c'est pas assez de données? Donc là, si on regarde l'article de Safanova et al. Qui est sorti l'an dernier sur comment gérer des petits jeux de données en écologie et en télédétection, elle parle de petits jeux de données à partir de 100 000 exemples. Donc 100 000 exemples, je pense que pour pas mal d'entre vous, on est déjà sur un gros jeu de données. Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur entre globalement les GAFA qui vont développer ces modèles et ensuite nous, écologues forestiers, qui travaillent avec ça.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on a des plus petits jeux de données? Donc, quelque chose d'assez simple, c'est d'une part qu'on a besoin de données expertes. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, donc je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si ça a été confirmé, mais il y avait une rumeur qui passait comme quoi les CAPTCHA à l'entrée des sites, c'était pour après aller entraîner des réseaux. Et donc généralement, c'est des voitures, des feux rouges, etc. Donc là, par exemple, si on va sur le site de Google qui donne les informations de la doc, c'est des oranges. Donc là, bon, bah, à peu près n'importe quel être humain saura trouver les images où il y a les oranges. Tout de suite, si on va sur des images d'orangés, là, c'est tout de suite plus compliqué, d'autant qu'on peut avoir différents stades phénologiques, différentes prises de vue, différents stades de maturité. Donc là, si vous voulez la curiosité, il n'y a que le carré en haut qui sont des images d'orangers. Sinon, on a des citrons, des combavas. Mais déjà, ça demande un peu plus de compétences. Et alors, là, si par exemple, on est sur un jeu de données, on s'intéresse à la myrmécologie tropicale, bon, bah là, voilà, là, tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué et on ne peut pas simplement recruter une armée de Chinois et de Sri Lankais pour labelliser des données. Et d'autant que, donc ça, d'une part, il faut des experts, en plus, il faut aller chercher les données. Donc on a des données qui peuvent être difficiles à acquérir. Donc voilà, quand il faut faire des missions de 3 jours au milieu de la jungle, c'est plus compliqué d'avoir des données. Les métadonnées peuvent également être plus difficiles à acquérir. Donc un être ne va pas poster un tweet avec un hashtag pour dire comment il se sent. Un DAU ne va pas faire un selfie avec sa position géographique. Donc il faut aller chercher les données. Et ensuite se pose également la question de la qualité des données, hein, aussi vis-à-vis du fait qu'on a besoin d'experts. Donc voilà, comment juger la qualité des données. Donc par exemple, ce qui arrive de la science citoyenne, voilà, comment savoir qui est un assez bon botaniste, qui est un assez bon ornitho. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc au final, on se retrouve avec des jeux de données qui sont petits dans les standards de ce qui est fait en deep learning. Donc c'est rapide de tomber dans des écueils. En plus d'être plus petit que ce qui se fait d'habitude, il y a aussi donc les réseaux de neurones travaillent beaucoup mieux sur des jeux de données dont la distribution des classes est uniforme, typiquement, et des jeux de données qui sont équilibrés. Donc là, par exemple, c'est un extrait du papier qui décrit le jeu de données ImageNet, sur lequel sont testés tous les réseaux qui sortent dernièrement, et donc où c'est des voitures, des chiens, des chats, des pangolins, etc. Et on remarque que par classe, on a entre 700 et 1300 exemples par classe. Donc c'est-à-dire que dans le jeu de données, on va avoir 1300 voitures et on va également avoir 730 pangolins. Et donc on va avoir le jeu de données qui va être évalué là-dessus. Néanmoins, quand on est dans le monde réel de la réalité véritable, typiquement en écologie, c'est pas du tout une distribution uniforme qu'on a, mais plus quelque chose en loi de Poisson, en exponentielle décroissante comme ça. Donc là, c'est la distribution des classes dans le jeu de données de PlanteNet. Donc on a quelques espèces qui sont très très bien représentées et d'autres espèces beaucoup plus rares ou beaucoup plus difficiles d'accès, où on a seulement quelques exemples dans le jeu de données. Et donc voilà, ce qui, d'une part, de par leur rareté, et également il y a une corrélation avec le nombre de gens qui ont des plantes et un smartphone sous la main au même endroit au même moment. Et donc pour avancer assez rapidement, également un point que j'aimerais aborder, c'est le concept d'être hors du jeu de distribution. Donc on est sur des modèles statistiques qui apprennent un jeu de données. Mais donc ce papier très intéressant de Vela et al. 2022 a fait un test en entraînant plein de modèles de machine learning sur plein de jeux de données différents. Donc là, on est sur des entrées d'hôpitaux, le cours des marchés financiers, etc. Et en fait, en séparant une partie du jeu de données qu'ils considèrent comme l'histoire, et ensuite en évaluant les capacités du modèle sur le futur, des choses qu'il n'a pas vues. Donc ce qu'on voit, c'est que la variabilité des prédictions des modèles augmente grandement avec le temps, parce qu'effectivement, les modèles il se passe des choses qui ne sont jamais arrivées jusqu'alors,
Et donc, les modèles qui apprennent à voir ce qu'ils ont déjà vu peuvent se retrouver face à de l'inconnu. Donc ça, c'est une question qui est particulièrement importante à avoir en tête quand on travaille en écologie, puisqu'on est dans le contexte des changements globaux. Donc les écosystèmes vont connaître des conditions sans précédent, donc de température, de pluviométrie, mais également des espèces invasives, et toutes les interactions entre ces différents points qui font qu'il faut être très prudent si on utilise voilà, des modèles dans le contexte des changements globaux. Par exemple, si on a une espèce invasive qui arrive dans un territoire, un modèle de classification va y avoir trois possibilités. Soit on a un faux positif, donc il confond avec une autre espèce, soit on a un faux négatif, le modèle ne va pas détecter l'espèce qui vient d'arriver puisqu'il ne la connaît pas, et soit la meilleure option, on a implémenté un système de vérification en se disant « Ah, là c'est bizarre, on a une sortie qui n'est pas comme d'habitude », mais dans tous les cas, il faut bien y réfléchir. Donc ensuite, très rapidement, quelle tendance est-ce qu'on peut voir? Il nous reste juste une petite minute. Voilà, donc, comme ça a été mentionné, on a des modèles de fondation qui sont de meilleur en meilleur. Donc là, c'est un des derniers gros modèles qui est sorti. Et donc, c'est si on projette avec une ACP les descripteurs qui sortent du modèle. Et donc, on voit que c'est des descripteurs qui sont structurés. Donc, qu'on soit sur un aigle ou un avion, les ailes sont représentées dans l'espace de représentation du modèle de la même manière. La tête de l'éléphant ou du cheval sont au même endroit, etc. Donc on a quelque chose de très bonne qualité qui permet potentiellement d'aller travailler donc, ce qu'on dit en zéro shot, donc, sans aller réentraîner le modèle. Donc voilà, par exemple, on peut aller s'amuser à faire la correspondance entre différentes images, et on voit qu'on a un modèle qui est vraiment très très robuste, puisqu'il a ingéré vraiment beaucoup d'images, beaucoup de connaissances. Et donc c'est par exemple quelque chose qui peut être utilisé, donc là un petit exemple de travaux que j'ai fait, si on veut aller faire la cartographie de la composition des forêts et qu'on n'a pas envie de réentraîner un modèle énorme, on peut utiliser ce modèle, aller faire pareil la PCA, la projection, etc. Et ensuite simplement aller entraîner un modèle beaucoup plus léger, donc Random Forest, et avoir une carte tout à fait satisfaisante sans avoir besoin de réentraîner un modèle énorme. Donc là, pour ce cas d'utilisation, j'arrive à passer au-delà des contraintes il faut avoir un énorme jeu de données, etc. Voilà, donc là, je ne vais pas détailler cette slide, mais pour dire que faut vraiment, par contre, pour avoir ces performances-là, il faut vraiment de plus en plus de données. On remarque que l'échelle en dessous est en logarithme, donc c'est exponentiel. Donc voilà, beaucoup de potentiel, avec des évolutions très rapides hein, dans le domaine, mais voilà, également beaucoup de pièges de par simplement la nature des données sur lesquelles on travaille, et voilà, la nature statistique des données, et donc c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête pour éviter de faire des bêtises. Merci. Merci à vous. Ce qu'on vous propose, comme on a un peu court sur le temps, c'est peut-être les questions, on les poserait lors de la session poster.